Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans la première revue littéraire de l'année 2022. J'ai hâte de te parler du livre Year of Yes de la seule et unique Shonda Rhimes. Je m'appelle Cynthia, je suis la productrice, host, animatrice de ce podcast et je t'invite comme d'habitude à écouter cet épisode, le partager à une personne qui peut être intéressée. Si tu as aimé et que tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast pour la team Apple, sur Spotify si tu écoutes sur Spotify ou un petit pouce sur YouTube accompagné d'un commentaire. Ceci permet de référencer le podcast et qu'il soit découvert d'une personne qui peut être intéressée par la thématique. Aussi, le podcast a maintenant son site internet philosophiedecomptoir.fr, le lien est dans la description, où tu trouveras tous les épisodes, l'accès à la newsletter et plein de petites choses. Maintenant que ceci est dit, comme d'habitude, tu connais la tradition. Prends place, hydrate-toi, and get ready. Shonda Rhimes. Déjà, petit contexte, qui est Shonda Rhimes? Shonda Rhimes, c'est une icône de la télé américaine. Tu l'as sûrement déjà vu, peut-être non, pas déjà vu, tu as sûrement déjà vu certaines de ses créations. Si je te dis Grey's Anatomy, tu sais la série qui se passe dans un hôpital où il y a toujours des trucs incroyables, des histoires d'amour de ouf, des patients qui ont des histoires de ouf. C'est Shonda Rhimes. Peut-être tu as découvert la série How to Get Away with Murder avec la seule et unique Viola Davis qui jouait Annalise Keating. Encore Shonda Rhimes. As-tu aimé le déhanché et la classe de Olivia Pope dans Scandale? Tu l'as deviné, c'est encore Shonda Rhimes qui est derrière cette création. Récemment sur Netflix, tu as sûrement binge-watché Bridgerton. Tu sais, ce show d'amour qui se passe dans un ancien temps. C'était encore Shonda Rhimes. Et juste pour te dire, Bridgerton revient en mars pour la saison 2. Tu as sûrement dû voir sur les réseaux sociaux le petit trailer de Inventing Anna. Juste pour que tu le saches, c'est aussi Shonda qui est derrière ça. Donc Shonda Rhimes, qui est-elle? C'est une femme afro-américaine qui est née le 13 janvier 1970. C'est une créatrice. Voilà, c'est une créatrice. Elle écrit des shows américains. Elle est producteur, auteur, entrepreneur parce qu'elle a sa boîte de production qui s'appelle Shondaland qui produit les shows dont je t'ai parlé et d'autres shows super connus aux États-Unis. Il y a Station 19, Private Something, bref. C'est vraiment une icône de la télévision américaine. Aujourd'hui, on met beaucoup en avant des productrices comme Issa Rae, Ava DuVernay, mais Shonda Rhimes, c'est vraiment une OG dans le domaine. Elle enchaîne succès après succès après succès depuis plus de 10 ans. Donc la dame, elle est vraiment installée, elle est posée. Elle est dans le domaine de la télé depuis 1993. Voilà, tu vois à peu près, on a une grande pointure de la télé aujourd'hui. Et elle a écrit ce livre que j'ai eu le plaisir de lire en 2021 qui s'appelle Year of Yes. Alors ça, tu le connais déjà ici. Moi, j'aime bien présenter le contexte. Pourquoi j'ai lu ce livre? L'année dernière, voilà, c'était Noël, fin d'année, tu connais. On commence à se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Qu'est-ce que je veux? J'avais besoin d'un peu d'inspiration. Et tu sais, on ne peut pas tout le temps aller voir Oprah. À un moment donné, il faut laisser un peu ma tantine tranquille. On ne peut pas tout le temps aller chez Tata Oprah. Et je voulais un peu de nouveauté. Je voulais un peu je voulais un truc qui me booste, tu vois. Et il se trouve que du coup, j'ai vu le fameux trailer de Inventing Anna, qui est le nouveau show de Shonda qui va arriver. Et je me suis dit, mais Shonda, ça fait longtemps que je sais qu'elle a écrit un livre. Il faudrait peut-être que je le lise. Il est temps. Comme tu sais, j'ai eu le Covid l'année dernière. Du coup, j'ai été alitée pendant quasiment 2 semaines. J'ai été d'abord alitée, puis en quarantaine. Du coup, j'avais du temps, malgré moi. Donc, je me suis mis à lire ce livre en version audio. Et autant te dire tout de suite, j'ai adoré ce livre. À ma grande surprise, moi, Shonda, c'est pas quelqu'un dont je m'intéressais à sa vie. Honnêtement, j'adore ses shows, j'adore ce qu'elle fait. Mais ce qu'elle fait, qui elle est, je n'en avais aucune connaissance, ça ne m'intéressait pas. Comme ça, c'est dit.
Et ça a été un plaisir de découvrir qui est la créatrice qui se cache derrière mes shows préférés. Et moi déjà, dès la première page, j'ai dit « Ah, ce livre, ça commence bien ». Elle commence le livre avec le fameux « Hello », le prologue, si on peut le dire, où elle cite 2 femmes. Elle cite Maya Angelou, qui est la mentor de Oprah, comme vous savez. Si vous ne savez pas, il faut aller écouter l'épisode où je te fais la revue d'Oprah. Donc voilà, c'est la revue d'Oprah, l'épisode 46, voilà. Et elle le cite, un de ses personnages iconiques de Grey's Anatomy. Pour les anciens qui se rappellent de l'équipe initiale, elle te cite Dr. Young en disant ceci. If you want crap to stop happening to you, then stop expecting crap and demand something more. Donc Dr. Young, petit rappel, c'est la meilleure amie de Dr. Grey dans les premiers épisodes de Grey's Anatomy. C'est un personnage qui est assez central parce que elle est c'est un peu une badass comme on dit. C'est aussi un des premiers personnages centraux asiatiques qu'il y a eu à la télé et qui avait un vrai rôle, pas un second rôle, qui avait une vraie personnalité, une vraie histoire. C'était un de mes personnages préférés de Grey's Anatomy. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que tout au long du livre, Shonda Rhimes fait souvent référence à des personnages de ces séries. Et j'ai trouvé ça très telling qu'elle se réfère très régulièrement à Dr. Young. On aurait pu se dire, pourquoi elle ne parle pas de Dr. Grey, qui est quand même le personnage principal de la série? Eh ben non. Et je trouve que ça décrit très bien sa personnalité et sa psychologie. Donc déjà, moi, quand j'ai commencé comme ça, j'ai dit, ok, I love it. Puis, dans le disque, elle te fait un disclaimer en te disant, je suis vieille, donc j'ai tendance à raconter des histoires. Girl, tu es screenwriter, donc bien sûr, tu racontes des histoires. Et elle fait de l'humour sur le fait que elle a une mauvaise mémoire, qu'elle a peur de perdre la mémoire. On rappelle, elle n'a que 52 ans, ça va, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et elle te dit que dans ce livre, elle va essayer de ne pas raconter d'histoire, mais de dire sa propre vérité. Et j'ai trouvé ça, mais elle a un humour comme ça que j'adore. Donc ce livre se divise en 15 chapitres. 15 chapitres, ça se lit très rapidement, je trouve. Et le livre commence directement sur le chapitre non. Comment en est-elle venue à se rendre compte qu'elle a un problème? Donc elle te plonge dans sa famille lors d'une fête américaine très connue qui est Thanksgiving, donc une fête familiale. Et elle t'explique que elle était avec sa sœur qui cuisinait. Elle était dans la cuisine. Ils étaient en train de papoter. Je rappelle que Shonda Rhimes, elle est la dernière d'une fratrie de 6. That's a lot. Mom work out so much anyways. Et qu'en fait, elle se la pétait un petit peu. Elle était avec sa sœur, elle se la racontait comme quoi, she's a badass, elle a ses enfants, elle est invitée à plein d'événements super cool à Hollywood, tout le monde veut lui parler, elle a des contrats, ses séries marchent bien. Et sa sœur, qui n'est pas impressionnée du tout par ses succès, lui a dit « Ok, c'est cool, mais de toute façon, tu ne dis jamais oui à quoi que ce soit de ces propositions. Donc, à quoi bon ?» Donc, voilà comment commence le chapitre 1. Et déjà, on est dans le topic, tu vois. Et je suis en mode « Ok, great. » Et dans la suite des chapitres, Shonda, il lui faut quasiment 1 an pour réaliser qu'elle a un problème. Elle a un problème, c'est la peur. Elle est apeurée. C'est quelqu'un qui est une freak. Elle est perfectionniste. C'est une femme très compétitive. Je sais pas si c'est compétitive, ça se dit. Je crois que ça se dit. Elle est une workaholic. Elle le dit très régulièrement dans son livre. Et du coup, voilà. C'est quelqu'un qui a la peur. Et cette peur fait que très régulièrement, elle se retrouve à décliner des propositions d'interview, de gala ou quoi que ce soit parce qu'elle ne veut pas trop prendre de risques. En plus de ça, elle explique au cours de son livre qu'elle est introvertie et que du coup, ce n'est pas, comme je l'ai écrit dans mes notes, elle n'est pas une network puppy. C'est pas elle qui le dit, c'est moi qui le dis. C'est-à-dire que elle, tout ce qui est parler aux gens, networker, être sociable, peu pour elle. D'ailleurs, elle raconte que elle, dès petite, elle a toujours eu l'habitude de vivre dans sa tête, de se raconter des histoires
toute seule. Et j'ai trouvé ça ça m'a fait sourire parce que si tu as écouté mes revues, mes précédentes revues littéraires, quand je te parle de la revue de Will Smith, épisode 50, et surtout la revue du livre de Mariah Carey, épisode 48, Mariah Carey raconte également la même histoire. C'est-à-dire que Mariah Carey te dit que elle, quand elle était petite, elle vivait dans sa tête, elle se racontait ses propres histoires. Et j'ai l'impression que l'introversion et le fait de se raconter des histoires dans sa tête, c'est le propre de l'artiste, plus particulièrement des écrivains, des gens qui écrivent des lyriques, des scénaristes. J'ai l'impression que c'est vraiment un trait de personnalité qu'on retrouve beaucoup. Je me rappelle avoir vu une interview il y a très longtemps de Beyoncé qui disait que quand elle était petite, elle parlait toute seule. Elle avait un ami imaginaire, elle jouait toute seule, elle se racontait des histoires toute seule. Pareil, je crois avoir lu, je suis plus sûre si c'est Kurt Cobain, mais je crois que c'est Kurt Cobain qui racontait que lui aussi, il se racontait des histoires souvent dans sa tête. Michael Jackson aussi, donc c'est vraiment un truc de l'artiste. Les réalisateurs aussi ont souvent ce truc, quand tu les vois en interview, ils te disent quand j'étais petit, je me racontais des histoires. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc de l'artiste. Et ça m'a beaucoup fait sourire ce trait-là. Aussi, elle te dit du coup qu'à la limite, elle est, comment on dit ça, social awkward, socially, ou social awkward, comment on appelle ça, qu'elle n'est pas à l'aise avec le monde. Je sais qu'il y a une expression, je crois que c'est social awkward ou awkward socially, anyway. Elle se décrit comme un nerd dans son livre et du coup qu'elle n'est pas à l'aise. Mais qu'après réflexion, elle s'est dit, tu sais quoi, cette année, je vais changer ce trait de ma personnalité et je m'engage pendant une année à dire oui à toute opportunité qui me sera proposée. Le but étant de se prouver à elle-même que n'est pas une peureuse. Je vous ai dit, elle est très compétitive. Et de 3, de faire un commitment avec elle-même. Et quand elle a cette réflexion-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Elle nous décrit qu'elle a cette réflexion-là entre elle et elle-même lors d'un moment où elle est dans sa salle de bain et qu'elle se regarde dans le miroir. Introspection, le miroir, toujours, vous connaissez. Et que du coup, lors de son anniversaire, le 13 janvier, elle a pris cet engagement pour une année. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que si vous avez vu How to Get Away with Murder ou Scandale, il y a souvent des scènes comme ça où le personnage principal est en train de se parler à lui-même ou de réfléchir ou de vivre, de processer ses émotions. Et il y a souvent des scènes où tu vois le personnage qui est seul, qui se regarde face à son miroir et qui est en train de vivre une émotion. Annalise Keating, c'est la fameuse scène qu'on se rappelle tous où tu la vois, elle enlève sa perruque, elle pleure et elle processe, elle se rappelle d'un trauma. Olivia Pope aussi, et j'ai trouvé ça assez intéressant de me rendre compte que finalement, en lisant ce livre, tu accèdes encore mieux à la psychologie des personnages qui sont tirés du créateur, c'est logique. Et donc voilà, tout au long du livre, elle nous raconte comment elle a travaillé avec un publiciste parce que justement, elle voulait avoir de l'aide pour pouvoir quelqu'un qui lui choisisse un peu ses interviews. Petit moment de fanatitude de ma part. Dans le chapitre 4, elle t'explique comment elle a été interviewée 3 fois par la seule et l'unique, ma tata spirituelle, a.k.a. Oprah. Et c'est un moment qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle te raconte comment elle était impressionnée, admirative et complètement fan de Oprah. Et elle raconte en fait comment s'est passée leur première rencontre avec également Gayle King, qui est une ultra grande journaliste aux États-Unis, ultra connue et by the way la meilleure amie d'Oprah. Et j'ai trop kiffé ce moment-là du livre. Pourtant ça dure pas longtemps, ça dure 3 minutes, mais je l'ai kiffé parce que elle t'explique que elle a découvert le développement personnel avec Oprah et qu'elle prenait même des notes dans un carnet quand Oprah citait des livres ou citait des astuces pour être la meilleure version de soi-même. Et j'ai kiffé parce que Oprah, franchement, si t'as pas connu Oprah, franchement, no shade, hein, mais tu passes à côté de quelque chose. C'est vraiment, pour moi, le développement personnel, je l'ai découvert avec Oprah. C'est ma première introduction au développement personnel. Vous savez que je l'adore, j'admire cette femme. Je trouve que c'est la crème de la crème dans ce qui est développement personnel, interview, tout ça. Donc, bref. D'ailleurs, si tu n'as pas encore fait, après cet épisode, va écouter l'épisode 46 où je te parle d'un des livres de Oprah. Donc là, j'ai trop kiffé ce chapitre-là.
Et maintenant, je vais m'axer sur 2 chapitres qui m'ont le plus marqué et qui méritent à mon sens une vraie réflexion. Donc ce livre, il a 15 chapitres, des chapitres qui sont très intéressants. On va parler du premier chapitre qui m'a marqué, c'est le chapitre 5. Le chapitre 5 s'appelle Yes to Speaking the Whole Truth. Alors un peu de contexte, ce chapitre 5, en fait, Shonda Rhimes, elle est conviée dans une université pour faire une conférence à des jeunes diplômés de l'année 2014. Donc, déjà, je t'ai dit, introvertie, social awkward, elle n'est pas trop à l'aise avec ça, mais elle se dit, bon, j'ai pris un engagement, je vais au bout. Elle veut annuler à plusieurs reprises, mais elle se retrouve en mode, il faut que j'y aille. Donc, tu vis vraiment tout ce moment un peu bizarre avec elle. Et elle se retrouve du coup face à un parterre d'étudiants fraîchement diplômés, 21 ans, qui attendent d'elle qu'elle les inspire, quoi, qu'elle les booste pour entrer dans la vie d'adulte. Et moi, la première chose qu'elle dit dans ce chapitre, où je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle, c'est ceci. Elle commence dans ce chapitre, elle commence avec cette phrase qui, pour moi, est une phrase qui mériterait tout un épisode à lui-même, c'est « Dreams is for losers ». Autrement dit, les rêves, c'est pour les perdants. Et elle donne 3 leçons pour expliquer pourquoi le fait d'avoir des rêves, c'est pour les perdants. Vous me direz, ça se discute, mais la façon dont elle aborde la question, je l'ai trouvée très intéressante. Elle dit ceci. Déjà, elle commence à dire, sachez que le jour où vous êtes gradué, aujourd'hui vous avez votre diplôme et que vous allez rentrer dans la vie d'adulte, c'est le jour où vos parents, vous leur rendez leur vie et ils ont enfin leur liberté de retourner à leur vie avant vous. Ce shade m'a cassé de rire. Et elle donne 3 leçons. La première leçon, c'est qu'elle dit, arrêtez de rêver, soyez des doers. Et du coup, elle dit cette phrase qui est juste iconique, et là, c'est le moment, les amis, de noter parce que c'est très important. Elle dit, souvent dans les conférences comme les miennes, on dit aux jeunes diplômés qu'ils doivent rêver grand, c'est ça qui compte, c'est important. Et elle, ce qu'elle leur dit, c'est non, en fait. On ne vous dit pas que ceci. La plupart des gens qui rêvent, ils sont tellement occupés à rêver qu'ils ne font rien. Alors que ceux qui, eux, ne rêvent pas, ils sont très occupés à faire des choses et à concrétiser des projets de vie. Donc, elle dit, oui, rêver, c'est important, mais le rêve vient à cause du travail et d'un travail qui est laborieux. La perfection, c'est ennuyeux. Que d'être un rêveur, soyez un doer. Et d'ailleurs, elle fait cette blague qui m'a cassé de rire. Elle dit qu'elle, quand elle était jeune, elle rêvait d'être un prix Nobel littéraire et elle rêvait d'être la future Toni Morrison. Et elle explique qu'au moment où elle était de sa vie, où elle rêvait de ça, elle vivait dans le garage de sa sœur. Et elle fait cette blague en disant, vous remarquerez que le 3/4 des gens qui rêvent, ils ont ce côté un peu hippie et ils vivent souvent chez quelqu'un. J'ai trouvé ça trop drôle. Moi, ça m'a cassé de rire. Je me suis dit, autrement dire, ils n'ont pas d'argent, c'est ça? Non, j'arrête mes conneries. Mais moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Et j'ai aimé ce côté réaliste. Et moi, je fais partie des gens qui, avec l'âge, la maturité, je pense que rêver, c'est bien. Mais le plus important, c'est de faire les choses et de réajuster au fil de l'eau. Et en ce sens, je suis totalement d'accord avec Shonda Rhimes. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez par rapport à cette première leçon. La deuxième leçon qu'elle donne, et ça, c'est une leçon où j'étais pas prête. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas des gens aussi inspirants comme ça quand on est graduate dans nos écoles en France? C'était oufissime. Elle dit, demain sera votre pire jour. Et là, c'est un des moments... De toute façon, les Américains, le storytelling, eux, c'est leur truc. En plus, elle est scénariste, donc je sais pas pourquoi je suis choquée, mais j'ai adoré. Elle explique en fait que les futurs qui vont être diplômés, elle leur dit, arrêtez de croire que parce que vous mettez des hashtags, vous êtes le futur Martin Luther King. Arrêtez de croire que parce que vous mettez un hashtag sur Internet, c'est bon, vous avez mené un mouvement de ouf. Les hashtags, c'est bien, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de meaningful dans votre vie, que de mettre un hashtag et après retourner sur votre canapé, regarder un show, faites du volontariat. Donnez de votre temps, de votre expertise pour une cause sans en attendre rien en retour. J'ai hurlé.
Moi, vous me connaissez, j'adore faire des blagues en mode hashtag Black Girl Magic, hashtag, bref. Je suis partie des gens qui trouvent que il peut se passer des révolutions sur Internet, mais à mon sens, j'ai l'impression que, notamment sur Instagram, parce que c'est un peu ma maison, j'ai l'impression que beaucoup de gens, parce qu'ils pensent que dans leur bio, ils ont le point levé, ils ont écrit le pins BLM ou ils ont un arc-en-ciel, c'est bon, ils se disent « Je suis une bonne personne. J'adore les gens de la communauté LGBT+, j'adore les Noirs. Je suis un activiste. » Et c'est vraiment quelque chose que moi je sais. C'est vraiment un truc dont j'en parle souvent avec des gens en disant « Mais girl, tu parles de quinoa H24. Girl, tu nous parles de ça. It's not that deep. » Tout le monde n'est pas obligé d'être woke. Tout le monde n'est pas obligé d'être activiste. Et en fait, je ne vois pas la nécessité de mettre ça dans ta biographie si après tu fais rien en fait. Et c'est vraiment un truc qui m'a... Parce que ça, c'est une vraie réflexion. J'ai vraiment du mal avec ce truc où les gens, ils pensent que parce qu'ils font un hashtag, c'est bon, c'est fini. Non. Et on l'a très bien vu pendant le mouvement Black Lives Matter. Il y a beaucoup de personnes connues, influenceurs ou pas, qui ont mis un jour un petit carré noir. Ils ont mis un écran noir. Ils avaient l'impression qu'ils avaient changé le monde. Et puis le lendemain, et puis les mois qui ont suivi, et la preuve aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié le pourquoi du comment. Si on leur demande un petit peu le follow-up, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement dans la vie, je pense que beaucoup parleront une langue étrangère, sous-titrée russe. Bref. Et c'est en ça où ça m'a parlé. Et j'ai vraiment aimé ce discours-là qu'elle le dise. Surtout dans un ère où tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout le monde pense que les réseaux sociaux, c'est tout. Mais voilà. Et l'autre chose qu'elle a dit qui, moi, m'a profondément touchée, c'est... Elle disait plusieurs fois cette phrase « Don't be an asshole ». Elle a répété cette phrase plusieurs fois. Elle dit « L'air que tu respires est précieux. Le fait d'être en vie, c'est précieux. Le fait d'avoir pu accéder à ses études, c'est précieux. » Et ça paraît très simple, mais je trouvais ça très important, surtout dans une société occidentale où parfois... on a tendance à oublier en fait que hey, on est en vie, on est dans un pays où il n'y a pas la guerre, on a un toit. On vit tellement dans une société où il y a de l'abondance qu'on a tendance, et je m'inclus dedans hein, bien sûr, à oublier que l'essentiel basique vital, on l'a en fait. Et j'ai vraiment aimé qu'elle fasse cette espèce de reality check, de rappel. Donc moi, cette leçon 2, c'est une leçon que j'ai adorée et je trouvais bien de l'entendre d'une dame comme Shonda Rhimes. Et la troisième leçon est là. Je pense que ça, elle répond à mon sens à une des plus grandes scammeries de la vie d'adulte. Je trouve que ça, c'était vraiment pour moi. Et je pense que parce que justement Shonda Rhimes, elle a 52 ans, qu'elle est mère de 3 enfants et qu'elle a du vécu, elle peut nous dire ces réalités que beaucoup de gens de la vingtaine et de la trentaine ne nous diront pas. Elle dit cette phrase, notez-la s'il vous plaît, parce que ça, elle répond à une des plus grandes scammeries de l'histoire des adultes, des jeunes adultes, c'est ceci. Toute personne qui te dit qu'elle a tout fait parfaitement est un menteur. I was like, I love this. En anglais, c'est encore plus stylé, on va pas se mentir. Et là, elle t'explique ceci. Et c'est vraiment le truc que j'ai le plus kiffé. Elle t'explique que quand, dans sa propre vie, elle est très busy, elle est workaholic, je vais réussir à le dire, elle est très successful et que par conséquent, son métier lui demande d'être souvent en meeting, de gérer des équipes, de rencontrer des acteurs, de faire des castings, d'assister à des shows, etc. Bref, she's a boss, ok? Et du coup, elle dit ceci. Elle prend des exemples de sa vie et c'est ça que j'ai le plus kiffé. Elle dit, quand je suis sur un tapis rouge ou je suis en train de voyager à New York ou à LA, ça veut dire que c'est du temps que je ne suis pas avec mes enfants en train d'assister à leur spectacle, de passer du temps avec eux, de jouer avec eux. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que je réussis à faire quelque chose, à chaque fois que vous voyez un de mes succès, il y a forcément un autre pan de ma vie où je suis en train d'échouer. Donc, retenez ceci. Le vrai monde est difficile et il faut que tu en aies conscience et que tout le monde fait du mieux pour have it all, du mieux qu'il peut. Et ça, les amis, ça, oh my gosh. Franchement,
je me suis dit pourquoi je n'ai pas eu ce discours quand j'avais été diplômée, quand j'ai été au début de mes années d'étudiant. Pourquoi j'aurais aimé entendre ce discours. Parce que je trouve que la plus grande scammerie de la vie d'adulte, c'est qu'on te fait croire que quand tu es adulte, you're gonna have a job, you're gonna buy a house, you're gonna be married, and everything's gonna be perfect. C'est la plus grande scammerie de la vie d'adulte qu'on nous fait croire. Tu vas sortir, diplômé, acheter ta maison, rencontrer un mari, te marier, avoir des enfants, aller en vacances, tout va être parfait. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que j'entends des gens qui ont un certain âge, qui ont 40 ans, surtout 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils te disent non meuf, c'est pas facile en fait. C'est chacun qui trouve sa propre danse. C'est comme quand on te vend le rêve que tu vas rencontrer un homme, vous allez tomber amoureux, vous allez vous marier et ça sera a happy ending until you die. That's not the truth. On en parle aussi dans d'autres chapitres. Et ça, j'ai vraiment aimé qu'elle le dise à des jeunes de 21 ans pour éviter qu'ils rentrent dans le monde d'adultes en ayant des déceptions, des délusions. Oh my god, you get what I mean, ok? J'ai trouvé, voilà. Donc moi, le chapitre 5, c'est vraiment un chapitre qui m'a beaucoup touchée. C'est le chapitre qui s'appelle Yes to Speaking the Whole Truth, parce que je trouve que dans la vingtaine, trentaine, peu de gens disent la vérité. J'ai l'impression que les gens ne disent pas la vérité et j'ai l'impression que ceux qui la disent sont beaucoup plus vieux, mais vu qu'ils sont beaucoup plus vieux, généralement ils ne sont pas très écoutés et l'entendre de Shonda Rhimes, ça fait plaisir parce que la nana elle a tout, elle est multimillionnaire, réussie, enfin voilà. Et je me suis dit, si une nana comme ça peut nous dire ça, I love it. Puis il y a d'autres chapitres super intéressants. Dans son livre, elle nous parle à un moment donné de sa relation avec son corps, comment elle a pris beaucoup de poids à cause du stress, à cause du travail, comment elle s'est réfugiée dans la nourriture pour overcome son stress et son rythme de vie assez effréné. Elle te parle aussi dans un autre chapitre, je ne sais plus lequel, et c'est un chapitre que j'ai trouvé ultra important. Je suis en train de chercher, je l'avais noté. Oh my gosh, où je l'ai écrit? Alors, la relation du corps, c'est le chapitre 8. Elle te parle à un moment donné de comment avec ses enfants, en fait, comment ses enfants lui ont fait shifter les priorités de sa vie, comment le fait que ses enfants veulent passer du temps avec elle et la valorisent, lui ont fait comprendre que le travail c'est bien, le succès c'est bien, mais la priorité aussi ce sont ceux qui t'aiment, dont tes enfants. J'ai beaucoup aimé ce truc-là et j'ai adoré, je sais plus dans quel chapitre c'est, il y a un chapitre en tout cas, je crois que c'est le chapitre 8 si ma mémoire est bonne, où elle te parle de son corps, de comment elle a shifté, comment elle est arrivée à un tel niveau de poids qu'à un moment donné, quand elle est entrée dans un avion, on lui a demandé de payer quasiment 2 places parce qu'elle avait pris trop de poids. Et elle nous explique comment elle a réussi à rebasculer pour avoir un poids normal. J'ai beaucoup aimé ça. Et mon chapitre préféré, c'est bon, je l'ai retrouvé, c'est le chapitre 10. Voilà, c'est mon chapitre préféré après le chapitre 5. C'est le chapitre qui s'appelle Yes to More Year of Yes. Alors ce chapitre, mesdames, c'est pour vous, c'est pour nous. Cahier, stylo, notez, hydratez-vous. D'ailleurs, je reprends une gorgée. C'est dans ce chapitre, en fait, Shonda Rhimes t'explique qu'elle était invitée à une cérémonie qui récompensait les femmes les plus influentes de la télévision américaine. Jusque-là, c'est normal, rien de bien exceptionnel. Et elle explique un malaise qu'elle a vécu. Elle te dit qu'en fait, pendant la cérémonie, il y avait plein de femmes de toute technicité confondue, qu'on récompensait, qu'on félicitait pour leurs efforts, leurs accomplissements. Et elle disait qu'elle avait noté que toutes les fans, sans exception, quand on leur faisait un compliment pour les récompenser, elles n'arrêtaient pas de dire « je n'ai pas fait grand-chose ». Elles essaient de se diminuer alors que on sait tous très bien qu'à l'OIT, si tu arrives à un certain niveau, on sait que tu as dû faire des choses, on sait que tu as dû travailler plus, sinon tu ne serais pas là. Et elle dit que c'est quelque chose qui l'avait énormément choquée et qu'elle ne comprenait pas pourquoi les femmes ont ce besoin de ne pas accepter leur succès, de ne pas embrasser complètement leur succès, sachant qu'elles ont travaillé et qu'elles le méritent. Tandis que les hommes, eux, un homme à qui on fait des récompenses, en fait, c'est « ok, merci » et il part. Et c'est quelque chose qui l'avait beaucoup marqué, beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, elle répète souvent ceci, c'est que... et elle cite son père, elle dit « n'oubliez jamais que votre obstacle,
votre propre obstacle, ce n'est pas les autres, c'est votre propre... Attendez. Votre obstacle à votre succès, ce n'est pas les autres, c'est votre imagination. Et ça, c'est juste iconique. Et elle détaille un peu plus en parlant. Et là, on va dans mes choses que j'aime. Vous-même, vous connaissez. Elle te parle de l'énergie. Et là, j'étais en mode... Si même Chanda parle d'énergie, girl, I love this. Elle explique ceci. Elle dit, quand on vous fait un compliment, quand on vous fait un compliment, on vous notifie qu'on aime quelque chose sur vous, ça peut être physiquement votre travail. Si vous refusez le compliment, c'est comme si vous envoyez un message à l'univers que vous ne méritez pas ceci. Et par conséquent, c'est ce que vous risquez de répéter à l'avenir. Parce que vous n'acceptez pas que oui, je suis belle, oui, je mérite. Donc l'univers va vous dire, ok, tu mérites pas ça? Ok, go ahead, you don't deserve this. So next time, tu vas vraiment avoir ce que tu penses que tu as. Vu que tu ne mérites pas, tu vas avoir ce que tu penses que tu mérites du coup. Et j'ai adoré qu'elle fasse cette corrélation. D'ailleurs, elle donne un exemple très simple. Elle explique une scène où elle était dans l'ascenseur. Elle portait une robe bleue. Et il y a un jeune homme qui lui a fait un compliment comme quoi sa robe était belle. Et elle explique que parce qu'elle était encore dans ce travail d'acceptation des compliments et son travail de dire oui et juste merci, elle a eu du mal. Elle a eu du mal à accepter ce compliment et du coup, elle a essayé de se justifier. Et au lieu que cette conversation s'arrête juste à « Ok, thank you, next », elle s'est retrouvée à effrayer le jeune homme qui lui a fait un compliment qui est parti très mal à l'aise. Et elle continue cette réflexion sur le système des énergies et de la loi d'attraction en disant « Vous remarquerez que les gens heureux attirent des gens heureux ». Et elle dit bien le mot « énergie ». Elle ne parle pas de loi d'attraction, elle parle bien du mot « énergie ». Et ça, c'est quelque chose, si vous avez écouté l'épisode 46, qui est ma revue littéraire d'Oprah, j'en ai parlé, j'en ai reparlé. C'est quelque chose, voilà, moi j'ai rien inventé, c'est des lois de la nature comme on dit, ça c'est pas Cynthia, c'est pas Oprah, c'est une loi fondamentale de la nature. Ce que tu demandes, c'est ce que tu reçois. Et j'ai bien aimé qu'elle l'explique de manière très simplifiée, parce que parfois on se dit, ouais mais il m'arrive que des trucs pas bien et tout ça. Et tu n'arrêtes pas de le répéter, tu n'arrêtes pas de dire ouais non. C'est comme quand tu es énervé, ça bon je suis saoulée. Tu le répètes, et bizarrement ça devient une espèce de cercle vicieux. Tu es énervé, tu te cognes le truc, tu es énervé et après tu finis ta journée en disant c'était une journée de merde. Mais tu as commencé ta journée en disant je suis énervé, ça va pas être une bonne journée. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé à l'univers, aujourd'hui ne sera pas une bonne journée. L'univers a dit ok, ça sera pas une bonne journée, je te donne ce que tu me demandes. Et là, je prends des exemples très bizarres, très basiques, comme on dirait, très limite philosophie de comptoir. Oh my God, I need to stop this. Mais c'est quelque chose en quel moi, pertinemment, je crois. Je crois pertinemment que ce qu'on demande, c'est ce qu'on get. Que ce soit avec l'univers, que ce soit avec les gens, c'est vraiment une loi auquel je suis sûre et certaine qu'elle est vraie, qu'elle existe. Et je l'ai expérimentée dans ma propre vie. Donc ça, c'est un truc que j'ai annoté et que je répète à nouveau, vraiment pratiquez ce truc. Faites-en l'expérience et n'hésitez pas à me faire des retours, je serai très curieuse. Après, tout le long de son livre, elle te parle de son rapport avec le succès, de comment au fil du livre, tu vois comment elle accepte de mieux en mieux les opportunités, le oui. Et il y a un chapitre qui est assez intéressant, c'est quand elle te parle du pouvoir du non aussi, parce que le but, c'est de dire oui à toutes les opportunités, mais elle te rappelle aussi en quoi dire non, c'est également une force. Et elle te prend des exemples sur le fait que dire non, c'est être ouvert au challenge, être ouvert à la discussion, être ouvert au fait que tu t'assumes toi en tant que personne. Et il y a un truc qu'elle dit souvent dans son livre qui, moi, m'a beaucoup touchée, parce que je sais que c'est l'histoire de beaucoup de femmes et de beaucoup de personnes, c'est que elle se définit à plusieurs reprises dans le livre comme étant a caregiver. Elle dit qu'elle n'a pas du mal à donner de manière pas illimitée mais quasi à tout le monde, à sa famille, à son travail, mais que à elle-même, elle ne se donne pas. Elle ne prend pas, elle fait pas attention à elle, santé mentale, physique, à ses besoins, elle ne s'écoute pas. Et que l'expérience du oui pendant cette année lui a permis de comprendre qu'elle a de l'importance
déjà en tant que personne, pas en tant que mère, pas en tant qu'entrepreneur, pas en tant que personne connue, en tant que personne, Shonda Rhimes, point. Elle a de la valeur, son avis compte, ce qu'elle veut ou ne veut pas compte pour elle, pour son bien-être. Et c'est parce qu'elle a conscience de ça que par la suite, elle peut être une très bonne mère avec ses 3 enfants, qu'elle peut être une bonne sœur, une professionnelle, une bonne dirigeante pour son équipe. Et c'est quasiment la conclusion où elle en vient au fil du livre. Bien évidemment, c'est beaucoup mieux expliqué que ça dans le livre, donc je t'invite à le lire, ce livre. Et elle finalise en disant ceci qui m'a beaucoup touchée. Elle dit qu'au final, à la base, dire oui pendant une année, ça devait durer qu'une année. Mais cela a duré beaucoup plus longtemps et elle s'est rendue compte qu'au final, dire oui, ça a été quelque chose qui l'a sauvée dans sa vie. Sauvée d'elle-même, sauvée d'opportunités qu'elle ratait avec ses enfants, professionnellement et avec elle-même. Et d'ailleurs, elle raconte comment, à la fin du livre, elle a une discussion avec sa sœur, à nouveau pendant Thanksgiving, où elle remercie sa sœur de lui avoir un peu secoué il y a quelques années parce que ça l'a sauvée et qu'elle se sent beaucoup mieux en elle-même. Elle a d'ailleurs trouvé une nouvelle dynamique de travail, elle a trouvé une nouvelle organisation pour ne pas laisser son travail empiéter sur toute sa vie comme une espèce de refuge. Elle qui est une grande workaholic, compétitrice, elle explique comment elle a mis en place un système d'horaire pour passer du temps avec ses enfants, pour se reposer, qu'elle impose également à ses équipes pour pouvoir vraiment avoir des sphères bien définies. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Globalement, qu'est-ce que je peux dire j'ai retenu de ce livre? J'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne suis pas allée dans tous les chapitres parce qu'à un moment donné, je veux aussi vous laisser le temps de lire ce livre par vous-même. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est pas vraiment une autobiographie, c'est plus développement personnel qu'autographique, soyons honnêtes. J'ai aimé ce livre parce qu'il est cash. J'adore Shonda Rhimes parce qu'elle a un ton très cash. Elle a un humour qui est très cash. Elle n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. J'aime beaucoup aussi son approche sur les questions de diversité. Elle est très très consciente de pourquoi on l'invite à certains shows, pourquoi on lui fait gagner certains prix, parce que c'est une femme afro-américaine et qu'il faut un petit peu cocher certaines cases. Elle est très au courant des questions de diversité au niveau de l'orientation sexuelle. Elle est très au fait de ça, de l'importance de la représentation. Et d'ailleurs, lors d'une remise de prix, où on lui remet un prix juste for the sake of it, parce que she's a black woman, elle dit ceci, elle dit qu'elle n'a pas attendu que la diversité soit un sujet pour en faire. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai qu'avant de lire ce livre et de connaître un peu plus Shonda Rhimes, je me rappelle déjà qu'à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je découvrais Grey's Anatomy sur TF1 dans mon petit écran, je me rappelle que ce qui m'avait fait tomber amoureuse du show, c'est que je regardais la télé, je voyais des femmes blanches, noires, asiatiques, rousses, parce qu'on ne parle pas de ça. Il y avait plusieurs personnages rousses et des hommes roux qui étaient beaux, qui avaient des vrais postes, qui n'avaient pas de rôle de bouffon et qui avaient une histoire qui était bien construite. Et c'est ça où je trouve que Shonda Rhimes, elle a vraiment une force et une avance. Elle a toujours eu ce côté, pas visionnaire, mais une avance sur les autres, c'est que elle crée des vraies histoires. Et pour moi, Shonda Rhimes, sa force, même en 2022, où 2022, les shows essaient d'être plus diversifiés, c'est de faire des vraies histoires avec une intention. Moi, j'ai un vrai problème et je vous en parlerai beaucoup plus de ce sujet-là sur mon Patreon. Donc, si vous voulez avoir la suite de cette pensée, ça sera sur Patreon dans la description. Moi, j'ai un problème profond avec beaucoup de shows qu'on voit depuis les années 2018-2020 qui veulent mettre en avant la diversité, mais qui le font d'une manière juste scandaleusement incorrecte. Et je trouve que Shonda Rhimes, depuis 2005, elle sait écrire des histoires pour des êtres humains, point. Tu veux voir un couple de femmes lesbiennes à la télé, t'en avais déjà plein, t'avais des vraies histoires, t'avais des vraies problématiques. Pareil pour un couple gay. Tu veux voir des personnages noirs
avec des propres personnalités, des propres spécificités. Tu regardais, t'as Dr. Shepard, Richard, t'as Baileys, t'avais Dr. Avery, bon, il n'est pas vraiment noir, mais voilà. T'avais vraiment plein de personnages comme ça qui avaient des vraies histoires, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que les shows n'arrivent pas encore à faire, même en 2022. Et j'ai regardé, je crois, les 8 premières saisons de Grey's Anatomy. Il y en a 18 actuellement. J'ai regardé jusqu'à quand Derek est mort. J'ai même regardé un petit peu après à ce que Derek meurt. Et ça, c'est très, très bien amené. Même le rapport à la maladie, je trouve que Shonda Rhimes a ce don de faire les choses parfaitement bien. Le rapport à la religion. Moi, je me rappelle d'un épisode qui était juste incroyable, d'un jeune homme juif qui est gay et qui ne l'a dit pas à son père et tout ça. Enfin, la manière dont elle amène les histoires sont très bien faites. C'est vraiment intentionnel. Et je pense que ça, c'est une force que j'espère qu'elle va continuer à garder, parce qu'aujourd'hui, je ne retrouve pas cette intention dans les shows d'aujourd'hui. Même ceux qui se disent vouloir être diversifiés, non, je trouve pas ça. Donc voilà. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de découvrir son nouveau projet qui va arriver très prochainement, qui s'appelle Inventing Anna. Je vous mettrai le trailer dans la description. J'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau show. Je crois qu'il arrive le 11 février sur Netflix. C'est un show qui se base sur... c'est une histoire, si j'ai bien compris, de corruption, de femme qui s'est inventé un faux personnage. J'ai tellement hâte de le voir. Ça se passe entre New York et plein d'autres pays. Enfin, ça a l'air... c'est une histoire très fast life. J'ai hâte de le découvrir. J'ai également hâte de découvrir la saison 2 de Bridgerton. J'ai cru voir que les personnages principales féminines, ce sont des femmes indiennes, je crois. J'ai vu les actrices, elles sont... anglo-indiennes, anglo-britanniques. Elles sont canons. Je vous mettrai également dans la description... ces femmes-là, comme ça vous irez voir. Donc, je sais pas vous, mais dites-moi vous si vous adorez les shows de Shonda Rhimes, quel show avez-vous aimé, pourquoi. De mon côté, je vous fais également mon petit topic sur ça sur Patreon, comme ça je vous dirai un peu plus en détail mes shows, pourquoi, ce que j'ai pas aimé, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur Patreon. Et dites-moi si vous avez déjà lu ce livre, qu'est-ce que ça vous a inspiré pour vous dans votre propre vie, de choses à mettre en place, de réflexion. Moi, je sais que ce livre m'a conforté sur l'idée qu'il faut se connaître soi et vivre pour soi et accepter les lois de la nature. Voilà, moi, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue. Dire oui aux opportunités, c'est aussi dire à son propre succès. Et quand moi, la phrase que je retiens, et je vais clôturer l'épisode sur ça, c'est parfois l'obstacle au succès, ce ne sont pas les autres, mais ce sont notre imagination. Et elle n'a pas dit le mot parfois, elle l'a même pas précisé. Moi, c'est moi qui le rajoute pour atténuer. Elle, ce qu'elle dit dans son livre en citant son père, parce que c'est une phrase que son père lui dit. Elle dit ceci, je me laisse retrouver mes petites notes. Oh my gosh, je les ai écrites. Elle dit ceci. Your own obstacle to your success is your imagination. Et ça, je agree complètement. Et c'est moi ce que ça m'a rappelé. Et voilà. Certains appelleront ça le syndrome de l'imposteur. Moi, je veux juste te dire, cette phrase-là, c'est beaucoup plus simple. Merci d'avoir écouté ce podcast, sa revue littéraire. Je t'invite si tu as aimé, à me le dire en commentaire sur Apple Podcast avec les 5 étoiles, sur Spotify, YouTube, également sur le site du podcast philosophiedecomptoir.fr. J'espère qu'on aura le plaisir de se revoir pour pouvoir débriefer de la saison 2 de Bridgerton. Si tu ne l'as pas commencé, je t'invite à la commencer. Elle arrive en mars, donc ça te laisse du temps. Et si j'aime bien Inventing Anna, je suis sûre que je vous en parlerai parce que voilà, moi je suis une fan des shows de Shonda Rhimes et voilà. En tout cas, prenez soin de vous, prends soin de toi. Je te dis bonsoir, bonne journée, à très vite. Bye, c'est Cynthia.
bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune, pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté m'assiège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Tes formes fascinantes envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits si spectaculaires. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.